Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'entreprise Stellantis. Donc Stellantis, c'est une entreprise pour laquelle je n'ai pas de biais pour l'instant parce que je ne l'ai pas en portefeuille. Par contre, elle fait partie de ma watchlist et j'espère qu'elle fera partie de mes entreprises à dividendes en rejoignant mon portefeuille assez rapidement. Donc dans un premier temps, on va présenter brièvement l'entreprise, on va voir son cours actuel par rapport à son cours passé. Donc, tout en sachant que c'est une entreprise qui est très récente, qui a été fondée en janvier 2021 et qui a réalisé son IPO à ce moment-là. On verra également les derniers résultats de l'année 2022, les ratios financiers avec un rapport, Morningstar, et enfin les prévisions des analystes jusqu'en 2025. Et enfin, à mon avis, quel est le potentiel de l'entreprise et pourquoi je veux qu'elle rejoigne mon portefeuille. Donc petite présentation, Stellantis, elle figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux, avec une activité qui s'organise essentiellement autour de 4 pôles. Donc vente de véhicules particuliers et utilitaires, avec différentes marques, donc comme Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, etc. Les ventes de véhicules de luxe, avec les marques Maserati et DS Automobile. Les ventes d'équipements automobiles. Et les autres activités, donc tout ce qui est prestations de financement, des ventes, donc achat, location, crédit bail, les prestations de services après-vente, etc. On a une belle diversification géographique également, avec 35,2% en Europe, une présence assez forte en Amérique du Nord pour 45,9%, en Amérique du Sud pour 8,7%, au Moyen-Orient et en Afrique pour 3,6%, en Asie-Pacifique pour 2,5% et enfin les autres pays pour 4,1%. Avec une belle variation de l'activité, donc des ventes de, on va dire, proche des 20%. Donc voilà, également ce qu'on peut noter, c'est que le dirigeant c'est Carlos Tavares, donc pour les personnes qui ne le connaissent pas, vous pouvez regarder qu'est-ce qu'il a réalisé dans sa carrière déjà. Donc c'est vraiment un très très bon dirigeant qui a réussi à redresser certaines entreprises. Donc voilà, je pense que c'est quand même un point fort pour Stellantis. Également, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on va pas parler aujourd'hui d'une analyse très poussée, ça va être surtout sur les ratios financiers et les prévisions. On va pas parler des forces faiblesses, des opportunités, des menaces. Ça, je reviendrai dans une autre vidéo pour en parler. Donc voilà, Stellantis a fait son IPO en janvier 2021, du coup, à 12,53 euros. Aujourd'hui, on est à 15,71. Moi, j'aimerais bien rentrer dessus à 14. À 14, je pense que c'est un bon prix. Moi, j'ai pas envie de rater cette opportunité, mais j'ai envie quand même de l'acheter un petit peu moins cher, en sachant qu'elle est passée par des points un peu plus bas. Donc dû aux actualités, à la macroéconomie, etc. Et aussi au détachement du dividende. Donc elle a un dividende qui est assez important, proche des 9%, donc le cours a diminué d'autant la journée du détachement. Voilà, au niveau des derniers résultats. Donc résultats de l'année 2022, Stellantis génère des résultats records pour l'année 2022 avec une hausse de 41% des ventes mondiales de BEV. Chiffre d'affaires net en augmentation de 18%, fruit d'une dynamique de prix net solide, d'un mixte véhicule favorable et d'effets de change positifs. Bénéfice net de 16,8 milliards d'euros en hausse de 26%. Résultat opérationnel courant en hausse de 29% avec une marge de 13% qui dépasse l'objectif de 12% prévu pour 2030. Donc on est déjà en avance sur les objectifs, c'est une excellente chose. Tous les segments contribuent à la croissance du chiffre d'affaires et des résultats. Free cash flow industriel en hausse de 78%. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est vraiment exceptionnel. Signe d'une avancée rapide vers l'objectif 2030 de plus de 20 milliards d'euros. 7,1 milliards d'euros de cash net liés aux synergies avec plus de 2 ans d'avance sur l'objectif de 5 milliards d'euros par an. Bilan solide avec une liquidité industrielle disponible de 61,3 milliards d'euros. Numéro 1 des ventes de véhicules utilitaires électriques. Numéro 2 des ventes globales de BEV. Et le marché EU30
et numéro 1 des ventes de, bon je sais pas vraiment comment ça se prononce, aux États-Unis. Lancement 2023 du premier véhicule électrique aux États-Unis, 23 modèles électriques actuellement sur le marché, 9 véhicules électriques supplémentaires en 2023. 4,2 milliards d'euros de dividendes ordinaires correspondant à 1,34 euros par action, sous réserve de l'approbation des actionnaires. Le CA a approuvé un programme de rachat d'actions jusqu'à 1,5 milliard d'euros exécutable aux conditions de marché d'ici fin 2023. Donc c'est excellent, on a de forts dividendes, on a des rachats d'actions de la part du conseil d'administration, donc c'est excellent, tout est positif. Voilà, donc pour rappel, toutes les comparaisons sont pro forma par rapport à l'exercice 2021. Donc voilà, excellent résultat. Au niveau du rapport Morningstar, donc on cote aujourd'hui à 15,86 avec un objectif de cours moyen à 29,66. On peut voir qu'on est quasiment au plus bas au niveau du nuage de points. Donc ils estiment vraiment le potentiel bas, la fourchette basse à 12 euros, un peu plus de 12 euros. Donc voilà, comme d'habitude, on va parler des différents ratios financiers et comme d'habitude, en fait, on va les comparer avec le secteur. Voilà, il faut comparer ce qui est comparable, donc toujours comparer avec le secteur. Et voilà. Donc voilà, et si un ratio est négatif, ça peut vraiment être éliminatoire. Si par exemple faible valorisation, rentabilité importante, une croissance du BPA, une croissance du CA, etc., etc. Mais par contre, si on a une santé financière qui n'est pas bonne, si on a une mauvaise solvabilité, moi j'élimine. J'achèterai pas une entreprise qui est vraiment trop endettée. Ça fait peser un risque sur l'entreprise et sur mon investissement. Donc au niveau de la valorisation, on a un PER de 3, donc c'est cadeau. On a un PER de 3, donc ça veut dire qu'au bout de 3 ans, en théorie, au bout de 3 ans, notre investissement est déjà autofinancé. Contre 16,2 pour le secteur. Bon, évidemment que c'est un ratio qui est très très théorique, mais 3 c'est vraiment très très sous-valorisé. Contre 16,2, donc on est très très sous-évalué. Un cours sur trésorerie de 2,5 contre 10,2, donc excellente trésorerie. Donc on l'avait déjà vu avec une très très grosse augmentation des free cash flow. Voilà, des free cash flow industriels, hausse de 78%. Un rendement en dividende qui est extraordinaire, donc de 8,5%. C'est excellent. Voilà, une très forte rentabilité, donc on a une très forte rentabilité des capitaux propres avec 26,3%, donc plus que 2 fois supérieur à celui du secteur médian. Un rendement des actifs de 9,4, presque le double également, on est très très bien. Et voilà, et un chiffre d'affaires par employé qui est supérieur à celui du secteur, c'est une belle chose également. On peut voir qu'elle a une dette qui reste assez faible à 0,2, comme le secteur. Ouais, on a une dette de 17... Ouais. Mais par rapport aux capitaux propres, on est très très bas. Donc j'imagine que c'est 17 milliards. 17 milliards de dette long terme contre 71 milliards de total au niveau des capitaux propres. On est relativement bas pour l'instant. Il n'y a pas de souci de solvabilité. On a un chiffre d'affaires qui est en augmentation depuis 2018, sauf en 2020, c'est vraiment une année à ne pas prendre en compte, comme les années exceptionnelles également, mais voilà. Donc à retirer, très mauvaise année mais à retirer. Le résultat net, voilà, 2020, ça a vraiment fait du mal à l'entreprise, mais sinon voilà, on a une énorme augmentation depuis 2018. Après par contre, je me suis pas plus renseigné là-dessus en sachant que l'entreprise a été créée en 2021 et qu'elle a été introduite en bourse en 2021 également. Comment se fait-il qu'on a des résultats de 2018 ? Après, ça reste une fusion de plusieurs entreprises, donc peut-être qu'ils ont fait le cumul de ces deux entreprises pour les résultats qui sont antérieurs à 2021. Donc voilà, des dividendes qui
qui n'existait pas auparavant et qui depuis la fusion existe. Ok. Et ensuite, on y a déjà vu. Après, par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les marges nettes qui sont de 9,5, 9,4. C'est excellent. Donc, excellent. Des marges d'exploitation supérieures à 10%, c'est très très bien. Et voilà, on a une croissance depuis l'introduction en bourse, depuis la création de Stellantis. On a une croissance qui est assez forte, avec une croissance exceptionnelle en 2021 parce qu'on sortait d'une année qui était très très mauvaise en 2020. Donc voilà, une croissance de 125%. Donc voilà, c'est une très belle chose. Au niveau des prévisions, et après on pourra aussi voir le consensus, on va le voir maintenant, avant que j'oublie, le consensus des analystes selon Zone Bourse. Donc pour les analystes de Morningstar, on était à presque 30 €, donc plus de 100% de potentiel. Et pour les analystes de Zone Bourse, on est donc du coup à 21,48, soit un potentiel de plus 35,4%. Avec un nombre d'analyses de 23, donc voilà, ils sont très acheteurs pour l'instant sur le dossier. Et au niveau des prévisions, alors, on a un PER qui devrait rester à peu près stable, des rendements qui devraient même s'accroître. Donc déjà qu'ils étaient très importants, ils devraient encore s'accroître. Donc ça, c'est une très belle chose. Il devrait s'accroître parce que la valeur d'entreprise va diminuer. Donc les dividendes vont augmenter évidemment. On a des free cash flow yield qui vont être toujours très intéressants. En 2025, on devrait atteindre les 65%. Donc très bien. On a un nombre de titres qui a augmenté, mais qui diminue, qui a pas mal diminué en 2023. Donc j'imagine que c'est par le biais de rachat d'actions que le conseil d'administration a voté. Donc ça, c'est une belle chose. On a un chiffre d'affaires qui devrait continuer de croître. Ça, c'était logique. Un EBITDA qui devrait continuer de croître également. Et un résultat net qui devrait augmenter. Donc une belle chose. Même s'il reste inférieur à celui de 2022. Ça reste une belle chose. Et des marges qui devraient rester plutôt stables. Une toute petite diminution, mais là voilà, on peut pas dire que c'est considérable. Free cash flow qui devrait augmenter, ça c'est excellent. Donc c'est ce qui reste dans la poche de l'entreprise au final. Et donc c'est excellent. C'est excellent pour les réinvestissements, pour le rachat de dividendes, pour résorber sa dette, et pour acheter des actions. Donc c'est vraiment excellent. Ouais, franchement tous les indicateurs sont au vert. Donc mon avis tranché très rapidement, c'est qu'il y a un potentiel qui reste important, un dividende qui est safe, donc il n'y a pas de souci pour toucher 8% par an pour l'instant, sauf s'il y a des crises, et là le dividende pourrait être interrompu, pourrait être coupé pendant une ou plusieurs années. Mais ça reste vraiment une entreprise très très intéressante avec un potentiel important et très clairement sous-évalué. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Pour les personnes qui sont intéressées pour l'ouverture d'un compte PEA, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien partenaire en description. Également pour l'ouverture d'un compte DEGIRO, si vous voulez ouvrir un CTO. Et si vous voulez également ouvrir une assurance vie à moindre coût, avec des frais qui sont très inférieurs à ce qu'on peut voir dans les banques physiques ou dans les assurances en général. Et donc voilà. N'hésitez pas à me poser également des questions en commentaire ou à me contacter par email.